Sénateur Oussakos. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, cette motion est très simple et familière. Elle demande au gouvernement de publier d'ici la fin du mois de mars de l'année prochaine une analyse du terrorisme, de l'incitation à la haine et des violations des droits de l'homme parrainées par l'Iran, émanant de ce pays, et d'identifier et d'imposer des sanctions conformément à la loi Magnitsky contre les fonctionnaires iraniens responsables de ces activités. Vous vous rappelez que le 29 octobre, en parlant d'une autre de mes motions sur la Chine, j'ai détaillé les origines de la loi Magnitsky et ses effets. Je ne me répéterai pas, si ce n'est pour dire que grâce aux efforts de notre ancienne collègue, la sénatrice Andreychuk, mais surtout à cause de l'épreuve subie par l'homonyme de la loi Sergei Magnitsky aux mains des Russes, il y a maintenant, dans la loi canadienne, des conséquences pour les fonctionnaires étrangers qui commettent des violations des droits de l'homme et enfreignent les principes de justice fondamentale et de l'état de droit. Ce que j'ai également mentionné à l'époque, c'est que depuis l'entrée en vigueur du projet de loi, des fonctionnaires étrangers en Russie, au Venezuela, au Sud-Soudan, au Myanmar et en Arabie Saoudite se sont vus imposer Magnitsky. C'est une bonne chose. Ce qui est mystérieux, c'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas imposé de sanctions Magnitsky à des fonctionnaires iraniens. C'est mystifiant, même si, malheureusement, c'est parfaitement prévisible avec ce gouvernement et conforme à son approche des régimes tyranniques comme celui de l'Iran depuis son entrée en fonction en 2015. Une approche qui, plus que tout, semble être née de la nécessité pour le gouvernement Trudeau de se distinguer du gouvernement Harper qui l'a précédé. Et c'est peut-être la réponse à la question que j'ai posée au chef du gouvernement plus tôt dans la journée. C'est peut-être la raison pour laquelle son chef, Justin Trudeau, s'est écarté de la position de principe de longue date consistant à ne pas soutenir les résolutions anti-Israël aux Nations Unies. Lorsque le Premier ministre l'a fait pour la première fois l'année dernière, c'était parce qu'il cherchait à obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui n'était rien d'autre qu'une tentative de se mettre à l'écart du Premier ministre Harper. Et on a vu comment cela s'est conclu. Lorsque M. Trudeau l'a fait à nouveau il y a quelques semaines, Michael Levitt, qui a démissionné son poste de député libéral cet été et qui est maintenant président des Amis du Centre Simon Wiesenthal, a déclaré, et je cite, « Il n'est pas conservateur. En soutenant cette résolution, le Canada fournit des munitions à ceux qui cherchent à délégitimer et diaboliser l'État d'Israël et ce qui, en fin de compte, fait reculer les perspectives de paix dans la région. » Fin de citation. En soutenant une motion qui cible si injustement et si mal Israël, en se rangeant du côté de tous les despotes et tyrans du monde, il est clair qu'il ne s'agissait pas d'un départ ponctuel, mais que le Canada maintiendra une politique anti-israélienne sous Justin Trudeau. Ce n'est pas seulement une obsession mesquine de se différencier de l'ancien Premier ministre, c'est d'autant plus dangereux que l'on s'approche de l'Iran. Comme les sénateurs s'en souviendront, le gouvernement Harper a adopté une ligne dure à l'égard de l'Iran, allant jusqu'à rompre les liens diplomatiques avec ce régime en 2012, expulsant ses diplomates et fermant notre ambassade dans ce pays. Ce faisant, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, John Baird, a fait remarquer que l'Iran est l'un des pires violateurs des droits de l'homme au monde. Mais il est allé encore plus loin, notant qu'en plus de leur bilan lamentable en matière de droits de l'homme, l'Iran arbitre et soutient matériellement des groupes terroristes, incite à la haine contre Israël et menace de l'anéantir, et qu'il est l'un des plus fervents partisans du régime meurtrier d'Assad en Syrie. En fait, en reconnaissance du fait que l'Iran est le premier sponsor mondial du terrorisme, le gouvernement Harper a promulgué la loi sur la justice pour les victimes du terrorisme. La JVTA, comme on l'appelle, permet aux victimes du terrorisme et à leurs familles, dans le monde de Rob Nicholson, ministre de la Justice de l'époque, de poursuivre les auteurs et partisans du terrorisme, y compris les États étrangers figurant sur la liste, pour les pertes ou les dommages subis à la suite d'un acte de terrorisme ou d'une omission commis partout dans le monde à partir du 1er janvier 1985. En d'autres termes, elle a supprimé l'immunité des États pour les régimes qui parrainent le terrorisme. La première action en justice dans le cadre de la JVTA a été lancée un an plus tard par la dentiste Sherry Wise de Vancouver, qui a poursuivi l'Iran pour son rôle dans un attentat à la bombe du Hamas en 1997 dans lequel elle a été blessée. 3 ans plus tard, en 2016, dans l'Ontario, 5 procédures judiciaires ont été lancées par les victimes de 8 attentats distincts du Hamas et du Hezbollah et par un tribunal de l'Ontario. Le juge a accordé aux victimes des millions de dollars provenant de propriétés non diplomatiques iraniennes et de comptes bancaires à Ottawa et à Toronto. Honorable sénateur, la JVTA a abordé la question du parrainage du terrorisme par l'Iran. La mesure de son efficacité peut être mesurée non seulement par les montants en dollars accordés aux victimes du terrorisme parrainés par l'Iran, mais aussi par le degré d'indignation qu'il a provoqué de la part du gouvernement iranien.
Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié le jugement du tribunal ontarien de jugement politique hostile à l'Iran et l'a comparé aux politiques extrémistes de l'ancien gouvernement. Il a parlé du gouvernement Harper, bien sûr, et de sa position de ligne dure contre le terrorisme et ceux qui le soutiennent. À cela, je réponds bravo. Si nous ne rendons pas les terroristes faux, nous n'essayons pas. Comme d'autres gouvernements autoritaires, la Chine par exemple, ce que le régime iranien et son ministère des Affaires étrangères en particulier ne comprend pas à propos des démocraties, c'est que dans notre système de gouvernement, l'État n'interfère pas dans les procédures judiciaires. Bien sûr, étant donné le comportement répréhensible du gouvernement Trudeau dans l'affaire SNC-Lavalin, on peut peut-être excuser le régime iranien d'être quelque peu confus à ce sujet. Honorable sénateur, je mentionne la JVTA pour deux raisons. Comme exemple d'une mesure efficace appliquée à un régime criminel, et parce que, comme le ministre Nicholson l'a mentionné dans son discours, la JVTA a son origine au Sénat. Plus précisément, il a fait référence au projet de loi S7 de notre ancien collègue, le sénateur Tkachuk, qui, comme le projet de loi du gouvernement qui est devenu loi, visait à supprimer l'immunité des États qui ont été inscrits sur la liste pour avoir soutenu le terrorisme. Le projet de loi S7, sous différents numéros de loi, a passé environ 7 ans au Sénat avant que le Premier ministre Stephen Harper n'en fasse un projet de loi gouvernemental et ne le fasse adopter dans la législation. Mais le sénateur Tkachuk n'avait pas encore terminé. En 2017, il a présenté un autre projet de loi public au Sénat, le S219, qui a eu une portée plus large que le S7. Il reconnaissait que le régime iranien est non seulement l'un des principaux commanditaires du terrorisme à l'étranger, mais aussi un régime incitant à la haine et un violateur habituel et flagrant des droits de la personne. Les sénateurs reconnaîtront dans ma motion des échos au projet de loi S219 qui, s'il était devenu loi, aurait notamment exigé que le ministre des Affaires étrangères publie un rapport annuel sur le terrorisme parrainé par l'Iran, l'incitation à la haine et les violations des droits de la personne. Ce projet de loi a été rejeté par le Sénat, bien que de nombreux sénateurs qui ont voté contre n'aient été nommés que récemment, littéralement quelques jours auparavant, et ne pouvaient pas être au courant de ce projet de loi, ni des témoignages, qu'ils soient pour ou contre. Et pourtant, ils ont voté contre le projet de loi. L'un des témoins à la commission était Irwin Cotler, sans aucun doute le plus grand expert canadien en matière de droits de la personne et un ancien ministre libéral de la Justice. Au moment de son témoignage, M. Cotler était le président du centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne. Il était un partisan du S-219 qu'il a décrit comme, je cite, un cadre modeste traitant des trois principales menaces du réseau de menaces iranien. M. Cotler ensuite a développé les trois domaines sur lesquels porte ma motion en disant, je cite, « Il est important de souligner que l'Iran est en violation permanente des normes internationales et des accords internationaux auxquels le Canada et l'Iran sont tous deux parties. En d'autres termes, si l'Iran se livre au terrorisme international et viole un réseau de traités et d'accords internationaux, y compris lorsqu'il se livre à un terrorisme international qui finit par cibler des diplomates, comme c'est le cas, et cela engage tout le réseau d'immunité diplomatique, de traités et autres. Si cela implique une incitation au génocide, alors comme je l'ai dit, c'est une violation permanente de la Convention sur le génocide, une violation des obligations qui nous incombent en tant qu'État partie de ne pas se livrer à une telle incitation. S'il s'agit de violations majeures des droits de la personne, c'est une violation des principaux traités internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou le traité sur la torture. Là encore, il s'agit de traités auxquels nous sommes tous deux signataires. En un mot, nous sommes obligés en tant qu'État partie à ces traités et encore moins en tant que membres responsables de la communauté internationale de faire respecter ces normes internationales, de sanctionner les contrevenants et de lutter contre la culture de l'impunité qui prétend immuniser les contrevenants de toute responsabilité. » Fin de citation. Ce ne sont pas mes propos. Il s'agit du propos de l'ancien ministre de Justice, Irwin Cotler. Le principal argument avancé par ceux qui se sont opposés au projet de loi S-219 était qu'ils insistaient pour que le Canada maintienne ses sanctions contre l'Iran jusqu'à ce que dans 2 rapports annuels consécutifs, semblables à celui que je propose dans ma motion, il puisse être démontré que l'Iran avait fait des progrès sur les 3 fronts. Plusieurs témoins experts ont été invités au comité qui ont déclaré que le fait que le Canada fasse cavalier seul avec des sanctions ne fonctionnerait pas et pourrait en fait être contre-productif. En outre, Affaires mondiales Canada a envoyé une lettre au comité dans laquelle il s'oppose fermement au S-219 qu'il considère comme contraire à sa politique d'engagement avec l'Iran. Les sénateurs se souviendront qu'à l'époque, le Canada
rencontrer discrètement des diplomates iraniens afin de poursuivre cet engagement et de rouvrir éventuellement notre ambassade dans ce pays. Au départ, les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères de l'ASG ont tenté d'arrêter le tout en comité, mais les têtes les plus sages ont prévalu. Il a été renvoyé à la Chambre où il a été rejeté en troisième lecture le 9 mai 2018. Honorables sénateurs, beaucoup de choses ont changé depuis. La loi Magnitsky, dont le comité sénatorial des affaires étrangères a été saisi, a à peu près en même temps que la loi 119 reçu la sanction royale le 18 octobre 2017. Depuis lors, comme je l'ai mentionné, le Canada a imposé la loi Magnitsky à des fonctionnaires étrangers dans plusieurs pays. Il existe donc de nombreux précédents pour l'imposition de sanctions contre les fonctionnaires iraniens qui seraient identifiés dans l'analyse du gouvernement sur le comportement du régime iranien que je propose. Deuxièmement, presque exactement un mois après que le projet de loi S-219 ait été rejeté au Sénat, les membres du gouvernement et de l'opposition à la Chambre ont voté à 248 voix contre 45 en faveur d'une motion sur laquelle le Canada doit immédiatement cesser toute négociation ou discussion avec la République islamique d'Iran en vue de rétablir les relations diplomatiques. En faveur de cette motion, il y avait le Premier ministre Justin Trudeau, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland et le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale. La motion demandait également la désignation immédiate du corps des gardiens de la révolution islamique comme une entité terroriste inscrite sur la liste du code pénal. Encore une fois, le Premier ministre libéral, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Sécurité publique ont voté en faveur de la motion. Honorables sénateurs, aucune sanction Magnitsky n'a été imposée aux responsables iraniens qui sont membres d'un régime qui reste l'un des pires contrevenants aux droits de la personne dans le monde. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le principal organe du régime qui commet un grand nombre, voire la totalité, des infractions de ce régime, n'a pas encore été inscrit sur la liste du code pénal, bien que le gouvernement ait voté il y a plus de 2 ans en faveur d'une motion visant à l'inscrire immédiatement sur cette liste. Il faut peut-être les pousser. Peut-être qu'il faut rappeler au gouvernement les motions qu'ils ont soutenues unanimement dans la Chambre des communes. Il est grand temps que le gouvernement canadien identifie les responsables iraniens qui commettent ces nombreux crimes et leur impose des sanctions de Magnitsky. J'espère, honorables collègues, que nous allons reconnaître que sans aucun doute, l'Iran est l'un des plus grands contrevenants aux droits de la personne de par le monde. Mais à maintes reprises, notre gouvernement a refusé de dénoncer l'Iran. Je pense qu'il y a une occasion à saisir pour défendre la démocratie, l'état de droit et les droits de la personne. Et j'espère que ceux qui sont d'accord avec moi appuieront cette motion. Merci.